docteur, vous êtes le docteur Géraud, vous êtes psychiatre hospitalier et nous allons parler aujourd'hui pour l'association que j'ai créée qui s'appelle Vive les seniors de l'isolement, qui est un thème récurrent chez les seniors qui passe par ce stade et qui mène souvent à la dépression. Donc en premier lieu, je vais vous poser une question sur la différence entre la psychiatrie et tout ce qui concerne le psychologue. Oui, il y a quand même une différence, dans le sens où souvent on ne va pas voir le psychiatre comme ça de soi-même, c'est souvent sous la pression des proches ou lorsqu'on a des troubles importants, alors qu'on peut très bien consulter un psychologue si on a un malaise existentiel et qu'il n'y a pas forcément de finitude en hospitalisation ou paratraitement. On pense que ça peut être plus bref. Vous voulez dire que, en fait, vous soignez des cas plus graves Oui. que ne le fait le psychologue. Ce sont des gens qui ont des troubles plus prononcés, souvent résistants, et pour lesquels une psychothérapie n'aboutira pas forcément à demander du temps. Ils peuvent se mettre en danger, ils peuvent avoir des idées noires, des idées suicidaires. Oui. Et là, il y a un besoin quand même de traitement médicamenteux. Alors, ça peut être un traitement médicamenteux, d'analyse de la situation, d'orientation, là, peut-être après par une psychothérapie. Vers un psy. Voilà. Mais généralement, à un certain âge, on peut difficilement se passer des psychotropes, ce qu'on appelle les psychotropes, c'est antidépresseurs, avec tout en ayant le souci d'éviter les effets secondaires, que ce soit bien toléré, d'expliquer le traitement aux patients. Donc là, c'est vous qui êtes habilité à donner des traitements médicamenteux, donc des anxiolytiques. Le psychologue ne peut pas le faire. Un psychiatre est d'abord médecin, c'est un spécialiste. Voilà. Et les traitements antidépresseurs, en général, se prescrivent surtout pour des âges, pour les seniors, sur une durée supérieure à 1 an. Oui. Et même si on constate qu'il y a une bonne évolution, c'est un temps qu'il faut conserver, ne serait-ce que pour éviter une rechute. Oui. Alors ça, c'est une béquille, si on peut dire, c'est-à-dire que ça sert à éviter les angoisses, à faire en sorte que les gens puissent avoir moins de troubles de concentration, puissent envisager des projets, donc des projets à la fois socio-éducatifs ou des projets psychothérapeutiques. Quels sont les symptômes d'un malade qui vous consulte parce que en consultant un psychologue, ça ne suffit pas? Alors, bon, il y a plusieurs types de patients. Il y a des patients qui ont des troubles psychiatriques associés, qu'on a pu traiter auparavant, et qui sont plutôt de l'ordre de la psychose. Et ça n'aura pas les mêmes symptômes. C'est-à-dire il peut y avoir un délire de persécution, enfin bon. Et puis il y a des patients qui n'ont pas forcément un antécédent, qui brutalement, chez qui l'isolement va entraîner une culpabilité. Donc ça, peut-être vous parlez, ce qui est récurrent chez les seniors, c'est la perte d'un proche. Voilà, la perte d'un proche. La séparation aussi, qui est de plus en plus fréquente chez les seniors. Le divorce est de plus en plus fréquent, on constate. Et parfois des maladies somatiques aussi, des troubles somatiques, qui entraînent... Vous parlez de maladies somatiques qui ne sont pas forcément liées à un deuil ou quelque chose... qui peuvent être neurologiques et qui peuvent entraîner aussi des dépressions, qui peuvent avoir... voilà. Donc, ce type de patient est évidemment différent. Là, si je parle, c'est des gens qui n'ont pas d'antécédents, c'est-à-dire que brutalement sont confrontés à l'isolement, auquel cas il y a une perte, un vide qui s'installe, d'où l'utilité de cette béquille
est là d'un prolongement pour l'éducation psychothérapique, pour essayer de revoir, de réévaluer le désir du patient, d'éviter la culpabilité dans laquelle il peut s'enfermer et qui est délétère. Donc il y a nécessité quand même d'un soutien important, d'un suivi. Voilà. Alors ça, c'est dans le sens où le retentissement de l'isolement est devenu pathologique s'il ne s'agit pas d'un processus de deuil simple, mais de nécessité quand même de prise en charge plus complexe. L'important, c'est de savoir l'histoire du patient, ce que j'appelle le patient, mais du senior, si on peut dire, ce qu'il a vécu comme vie, s'il a déjà eu une vie créative, s'il a déjà quelle était sa propre vie antérieure. Si c'est quelqu'un qui est habitué à se taire, ou plutôt qui est volubile, enfin il y a plusieurs types de personnalité, qui est fragile. Donc ça dépend de la personnalité du patient lui-même. Auquel cas, il y a des solutions thérapeutiques qui peuvent être différentes. En effet, ce qui semble important, c'est que le patient puisse se renarcissiser par des activités créatives. Ça peut être l'écriture, la musique. Quand vous dites renarcissiser, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est-à-dire que le sujet qui a vécu une perte souvent se culpabilise, se sent responsable, et son narcissisme est atteint. Il considère qu'il ne vaut rien et qu'il a. Donc un peu se revaloriser. C'est une revalorisation. Par une activité, par des rencontres aussi, par reconstruire une reconstruction, pas seulement de vie affective, mais de vie sociale aussi également. Alors maintenant, en dehors des séparations, des deuils qui vous laissent un grand vide, on peut parler de l'isolement qui est progressif, dans lequel se mettent eux-mêmes les seniors. Et quel est ce processus d'isolement? Comment peut-on le contrer? Souvent, l'isolement vient du fait que la personne ne trouve pas sa place dans un groupe, n'a plus les contacts qui sont les plus limas pour avoir une relation sociale, et l'isolement est la conséquence assez rapide. Ça peut entraîner donc des dérives vers l'éthylisme, vers des gens qui se réfugient dans leur lit, en effet, dans leur canapé, une activité. Et souvent, ça peut durer, surtout s'ils n'ont pas de proches, de famille, ça peut être un enfermement important. Donc, dans un processus thérapeutique, c'est ce qu'il faut avant tout éviter. Docteur, comme vous êtes psychiatre, on va vous interroger maintenant sur les traitements, les différents traitements que vous ordonnez à vos patients, et puis la position qu'ils peuvent prendre par rapport aux effets secondaires. Alors bon, quand on traite
un hormone dépressif, c'est évidemment un antidépresseur. Ouais. Mais parfois, il y a des pathologies aussi qui se manifestent par des troubles cognitifs, c'est-à-dire par des pertes de mémoire, par des troubles de la concentration, la réflexion, et qui en fait sont ce qu'on appelle, ce qui relève d'une dépression masquée. Et lorsqu'on a un traitement antidépresseur d'épreuve, eh ben, ça disparaît. Donc il y a différents traitements antidépresseurs, en effet, avec il y a des traitements qui sont un peu stimulants, chez les gens qui sont plutôt un peu ralentis, qui se réfugient plutôt dans le sommeil, et qui n'ont plus beaucoup d'activité. Ouais. Les traitements qu'il faut donner plutôt en début de matinée. Et il y a d'autres traitements au contraire qui sont actifs contre l'anxiété, l'angoisse. Donc tout dépend des symptômes. Il faut savoir que lorsqu'on prescrit un traitement de ce type, c'est au moins pour une année. Éviter les rechutes, et donc il faut éviter évidemment que ce traitement soit bien toléré. Donc expliquer d'abord les effets bénéfiques d'abord, le bénéfice-risque, et puis les effets secondaires qui peuvent être entraînés par ces médicaments et qui sont complètement différents selon les personnes. Il y a un pourcentage, il y a une évaluation, mais ça va être différent. La nécessité de rencontrer son psychiatre de régulièrement. De le revoir régulièrement, d'avoir des prescriptions au début. Alors, il faut savoir aussi que ces médicaments ne sont pas actifs tout de suite. Il faut au moins 3 semaines pour qu'ils puissent agir. Alors, ils vont d'abord agir sur le sommeil, mais sur l'humeur en général, il faut attendre au moins 3 semaines. C'est-à-dire sur la tristesse. Donc, ça demande du temps. Il faut que le patient soit patient, si on peut dire. Et après, évidemment, s'il y a une intolérance, changer de traitement. Il peut y avoir également une résistance, c'est-à-dire que, surtout chez les gens qui ont mal existentiel, névrosés, qui n'ont pas de psychothérapie, on s'aperçoit que ces antidépresseurs ne sont actifs que pour une certaine période, et après, on a une résistance. On peut changer d'antidépresseur, 2 ou 3, mais il faut attendre au moins 3 mois en chaque. Ah oui. Et si ce n'est évidemment pas suffisant, il y a d'autres techniques qui sont plus interventionnistes, à savoir la RTMS, c'est-à-dire agir directement par un courant sur le cerveau, ce qui peut entraîner des améliorations, mais ça c'est en cas de résistance au traitement antidépresseur. Voilà. Donc, là, il y a davantage d'effets secondaires, n'est-ce pas? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est parfois mal vécu par le patient. Et ça demande quand même à venir régulièrement avec discipline à certaines périodes. On le fait sur le site de l'hôpital. Ce n'est pas pareil qu'un traitement qui est prescrit en ambulatoire. Ça peut permettre donc d'engager des processus thérapeutiques autres, tels que psychothérapie, sociothérapie, tous les contacts sociaux, qui sont indispensables. Et qui sont des prolongements de ces médicaments. Il faut savoir qu'un médicament, quel qu'il soit psychotrope, c'est-à-dire ayant un tropisme nerveux ou autre, donc n'est pas a toujours des effets secondaires. Voilà, c'est pas des effets qui sont différents, de même que l'alimentation. Donc les effets secondaires sont de différents types. En effet, certains traitements peuvent entraîner parfois des tremblements, d'autres dédosés. D'autres, parfois, entraînent un surplus d'angoisse, parce que dès lors qu'il y a une levée, le traitement antidépresseur va provoquer une levée d'inhibition, les angoisses peuvent revenir. Donc, ça dépend de la catégorie de traitement donnée. Ces traitements ont considérablement évolué au fil des ans.
Il y a 40 ou 50 ans, il y avait beaucoup plus d'effets secondaires, à la fois donc, au niveau des ophtalmiques, au niveau urinaire, au niveau de rétention. Maintenant, les traitements sont mieux tolérés, mais on ne peut pas supprimer tout effet secondaire. D'accord. Et bon, vous parliez aussi, enfin, on parlait aussi de somnolence, ce qui sont quand même des choses qui sont. Ça, c'est plutôt les anxiolytiques qui sont associés, qui peuvent entraîner une somnolence. D'accord. Alors, certains anxiolytiques sont nécessaires, mais doivent être prescrits, si possible, pour une durée courte, de façon à ce que le patient ne soit pas dépendant. Hein. Okay. Il s'agit rapidement, parce que le temps que l'antidépresseur agisse, il peut y avoir encore des angoisses. Et donc, là, il y a l'utilité des traitements anxiolytiques qui peuvent parfois, en effet, induire une somnolence, un ralentissement, mais c'est difficile de départager ce qui provient de la pathologie, parce que la dépression entraîne elle-même somnolence et ralentissement. Ah oui. Non, puis il y a un vide qui s'installe dans leur vie, donc qui n'arrive pas à meubler, à combler. Donc, à part tous ces traitements médicamenteux, quels conseils vous donneriez aux patients pour qu'ils remontent la pente? Alors les conseils, c'est surtout sociaux, c'est surtout d'avoir une hygiène de vie, donc de privilégier quand même les contacts, si possible de reprendre leur activité, leur investissement, que ce soit créatif ou autre. Ça peut être une passion, ça peut être forcément créatif, un loisir. Ça, ce sont des conseils directs. Et puis, peut-être là, on peut se diriger vers une psychothérapie. Il y a différents types de psychothérapie. Il y a des psychothérapies longues et des psychothérapies plus brèves. En général, selon l'âge, surtout chez les seniors, on va privilégier les thérapies brèves, qui sont liées au traumatisme, contrairement aux thérapies longues qui sont liées à la personnalité, à quelque chose qui s'inscrit depuis des années et pour lesquelles il faudra attendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et parfois les choses sont bien cristallisées, je ne suis pas sûr qu'on puisse obtenir des résultats très efficaces et rapides. Docteur, alors, vous êtes bien d'accord pour dire que la solitude est un phénomène qui est redoutable pour les seniors et qui les mène à des dépressions et souvent à la dépendance. Alors, tout dépend de l'histoire du sujet, parce qu'il y a des patients qui aiment bien, finalement, choisir sa solitude, s'y confortent. C'est un choix et qui n'était pas forcément le choix antérieur et se ressentent assez bien, mais ce n'est pas vraiment d'emblée. Donc ça peut conduire quand même à un choix, la solitude, mais lorsqu'elle est mal vécue, il est vrai que c'est important que personne puisse investir un rôle, peut-être social, un rôle peut-être, je ne dis pas reconstruire une vie affective, mais immédiatement, mais avoir des liens, pouvoir parler, pouvoir ébaucher quelque chose, et ça peut demander évidemment plus, selon l'âge du sujet, plus de temps que si le sujet avait 30 ou 40 ans, parce qu'évidemment les liens sociaux ne sont pas les mêmes, et les relations affectives sont peut-être plus faciles à un certain âge, parce qu'il y a quand même une dimension un peu de jeunisme actuel, là c'est un peu mon avis. C'est vrai que le senior, l'âge du senior n'est pas forcément par la société
bien vécu. Enfin bon, et les rencontres sont beaucoup plus difficiles à un certain âge que l'âge plus précoce. Surtout pour les femmes, non? Je pense pas, je pense que c'est hommes et femmes. C'est hommes et femmes. Enfin, et alors, la question qui est quand même assez douloureuse, c'est à partir de quel moment on se voit dans l'obligation soit de conduire un parent vers une maison de retraite, est-ce que jusqu'à quel moment on peut maintenir le maintenir dans son lieu de vie? alors, tout dépend d'abord si le patient ou la patiente a des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles, une perte d'autonomie, c'est-à-dire que le quotidien devient insurmontable, auquel cas il faut quelque chose de plus contenant, et aussi qui va faciliter peut-être les lieux de rencontre, mais c'est toute affaire de personne, hein, parce qu'il y a des gens pour qui la situation n'est pas facile à supporter, et d'autres qui vont être rapidement dépendants, quoi, voilà. Voilà. Mais à un moment donné, c'est une obligation. Oui, ça peut être une obligation, ne serait-ce que pour soulager certains proches qui se sentent impuissants devant cette situation, qui sont en voie d'épuisement, donc familial ou autre. Écoutez, on va quand même terminer par une note positive, c'est-à-dire que le senior peut très bien avoir jusqu'au bout une vie agréable avec un entourage qui le maintient dans un état de joie de vivre jusqu'au bout. Absolument, on peut être très surpris par la réaction de certains patients pour lesquels on est resté un peu pessimiste au départ et qui vont au contraire rebondir sur une situation, qui vont prendre un choix de vie peut-être différent et qui puissent s'en sortir. Et avoir une étape de vie agréable. Exactement. Oui. Bon, écoutez, c'est ce qu'on souhaite à tous les seniors et à nous-mêmes, puisque nous sommes seniors, que vous êtes rentrés, me disiez-vous, dans cette catégorie. Oui, je suis pas bon. Moi, j'étais praticien hospitalier. Je suis retraité actuellement. Je fais un emploi à temps partiel, ce qui me permet aussi également de conserver des liens sociaux. Que je n'aurais pas forcément eu par ma retraite, hein, parce que c'est vrai que les liens se perdent, même amicaux, quoi, au fil des ans. Bah, écoutez, je confirme que l'activité rend la vie quand même plus douce, malgré ce qu'on peut en dire. Merci beaucoup, docteur, de vous associer à notre action. À bientôt. Merci.